Merci à tous les deux, merci Frédéric, merci Maxime pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Effectivement, je trouve que cette journée prend tout son sens quand on voit l'actualité politique, géopolitique, à l'heure où effectivement la question du numérique et plus encore de l'intelligence artificielle tend à mettre de côté les enjeux de transition écologique. Et l'idée, dans un premier temps, je me dis, c'est toujours de se confronter un peu aux idées reçues et essayer de un peu débunker, comme on dit, tous ces préjugés qu'on peut avoir. J'ai préparé un petit quiz pour voir effectivement un peu quel était notre degré de connaissance. Alors, il n'y a pas du tout de jugement, au contraire, hein, c'est plus une question de compréhension. Et puis, bien entendu, de voir aussi quelles sont les idées reçues qu'on peut avoir un peu dans ce domaine. Donc voilà, première question qui est liée entre l'IA, hein, ChatGPT, et sa consommation. Alors, selon vous, combien d'énergie consomme une requête ChatGPT? Alors en moyenne, un prompt, c'est 400 mots, hein, token. Voilà. Selon vous, combien porte une requête? Quelle est sa consommation moyenne? « 55 » 10. Ouais. Alors effectivement, je vous dirai après la deuxième. Gardez votre réponse en tête. Deuxième question, quelle était la consommation électrique mondiale des data centers? Effectivement, on va voir que les data centers, c'est un peu le nœud gordien de tout le problème d'environnement et de développement durable quand on parle d'intelligence artificielle. Quelle était, selon vous, la consommation? Alors, c'est vrai que ça peut un peu, c'est assez abstrait, hein, il faut savoir qu'une centrale nucléaire, c'est 10 TWh. Donc, à votre avis, c'est combien de centrales nucléaires, globalement? Pour l'année 2022. Alors, c'est plus d'actualité, hein, malheureusement. 460 en 2022. Ouais. Alors, les réponses. Alors, effectivement, on avait des bonnes réponses. Hein. C'est 2 watts par requête. Il faut savoir que c'est 6 fois plus que celle de Google, en moyenne, parce qu'effectivement, elle mobilise énormément d'énergie, hein, bien plus qu'une requête normale. Et effectivement, on était aussi à 460 TWh en 2022. Et plus de 1000 TWh d'ici 2030. C'est aussi 2% de la consommation mondiale. Troisième question, quel pourcentage de la consommation totale d'un modèle IA provient de son entraînement? C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'entraînement d'une IA, c'est ce qui consomme le plus. Selon vous, à votre avis, combien cet entraînement consomme? Ouais, c'est 90. Et quatrième question, effectivement, après aussi, hein, on parle d'énergie, mais on parle aussi de CO2. La question est de savoir combien votre prompt va émettre, en fait, l'entraînement de cette IA va émettre. Est-ce que vous avez des idées? Alors, sachant que moi, je fais toujours ça quand je parle à mes étudiants, une molécule de CO2, c'est quand même pas très lourd. Donc, pour arriver à 500 tonnes, 500 tonnes, 5000 tonnes, 50 000 tonnes, c'est qu'il y a énormément de rejets. Donc imaginez-vous l'impact en fait et l'empreinte du numérique derrière. Et l'idée dans cette conférence, ce sera effectivement de montrer la matérialité quelque part du numérique. Et j'aime beaucoup ce mot empreinte carbone et impact numérique, l'impact climatique, parce qu'il y a, pour montrer effectivement que le numérique, ce ne sont pas que des ondes Wi-Fi, entre guillemets. Il y a une matérialité, il y a véritablement un ancrage. Et donc, à partir du moment où il y a un ancrage, il y a nécessairement une géopolitique qui va se mettre en place. Alors, rapidement, effectivement, c'était 90% de la consommation, c'est lié à l'entraînement. Et effectivement, c'est 500 tonnes. Donc 500 tonnes de molécules qui ne pèsent pas grand-chose. Et dernière slide de questions, effectivement, il y a aussi de l'eau, on verra.
L'eau est un facteur en fait, de consommation, de refroidissement en fait, pour les data centers. Il y a deux manières de refroidir. Soit on met de la clim globalement, soit on fait un circuit d'eau pour refroidir. Et ce n'est pas de l'eau en fait, de l'eau qu'on trouve. Il faut une eau spéciale, elle a un traitement spécial. Et donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez bien que tous les pays ne pourront pas accueillir ces data centers et il y aura une géographie, une géopolitique de l'implantation de ces data centers qui va se mettre en place. Alors, petite idée, on est à 2 litres, effectivement 2 litres, et on est à une consommation de ChatGPT qui est à peu près 25 000 fois plus importante que celle du cerveau. Voilà. Alors, hop. Donc ces petits quiz, c'était un peu pour nous challenger et puis voilà ce que je vous disais, comprendre réellement la matérialité du numérique et essayer effectivement de comprendre les idées reçues qu'on peut avoir, qui ne sont pas de notre faute finalement, mais qui sont véhiculées aussi par nos politiques, par les médias, par tout un ensemble effectivement tout un ensemble en fait de médias effectivement, de politiques qui sont effectivement trustés par un certain nombre de lobbies et on verra comment ce discours s'est implanté en fait dans le champ maintenant, dans le champ médiatique et politique et géopolitique. Donc la première en fait, le premier paradoxe à montrer effectivement, à comprendre, c'est qu'on est passé d'un réseau finalement un réseau énergétique qui était très vertical, puisqu'on avait globalement une centrale nucléaire, une centrale charbon, une centrale à gaz, qui allait produire et diffuser l'énergie vers des consommateurs. Donc un schéma très classique qui finalement est très vertical. Et on est passé progressivement et on est en train de passer à un schéma beaucoup plus horizontal où finalement chacun d'entre nous peut devenir quelque part producteur d'énergie. Donc d'où l'implantation par exemple de panneaux solaires dans notre jardin, d'éoliennes dans notre jardin également. Donc chacun d'entre nous peut effectivement être quelque part producteur et consommateur. Donc on a une complexification, une multiplication du nombre de centrales de production. Donc, première complexité à gérer. Deuxième complexité à gérer, c'est effectivement la question de l'intermittence. Vous savez qu'effectivement, il n'y a pas toujours de vent, il n'y a pas toujours de soleil. Donc, l'idée est de stabiliser les réseaux au mieux pour effectivement avoir un approvisionnement constant. Troisième complexité, c'est que notamment au niveau de l'Europe, on a ouvert notre marché au niveau européen, au niveau de la plaque européenne, et on a mis en place un marché de l'énergie dans lequel, effectivement, ceux qui sont en déficience, qui ont un déficit énergétique, vont aller s'approvisionner dans les pays qui ont au contraire une surproduction. Donc on a mis en place des interconnexions, au niveau par exemple des Pyrénées entre l'Espagne et la France. Donc ça, c'est trois niveaux de complexité et on s'est dit qu'effectivement, pour gérer l'ensemble de ces données massives, l'intelligence artificielle allait au contraire nous aider et nous permettre de gérer cette complexité. Donc ça, c'est le discours effectivement qui est effectivement vrai, puisqu'il y a une partie de réalité du terrain, de comment faire pour gérer cette complexité. Et l'intelligence artificielle va effectivement nous permettre de gérer les enjeux, notamment énergétiques et puis climatiques. Cette idée a été notamment poussée par un certain nombre de groupes industriels, notamment par exemple le G6 au niveau de l'Europe, qui effectivement s'inscrivent dans l'idée selon laquelle la technique et notamment l'intelligence artificielle et plus largement le numérique pourrait être un allié dans effectivement la compréhension et la gestion du dérèglement climatique. Et donc cette idée vient notamment des États-Unis où on a depuis assez longtemps cette idée qui est là, qui est à la base de la civilisation américaine, puisque c'est l'idée effectivement que la technique
permettrait de repousser des limites, permettrait de repousser des frontières. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand les premiers Américains sont arrivés et ont repoussé les frontières de l'Ouest. Ils ont repoussé les frontières en envoyant les premiers satellites, en envoyant effectivement le premier homme sur la Lune, et pourquoi pas, là maintenant, c'est le premier homme sur Mars. Donc il y a cette idée donc, que la technique pourrait sauver quelque part et que, la planète, et qu'elle serait aussi profitable, rentable. C'est dans cette lignée, hein, dans ce continuum qu'effectivement, dans les années 2010-2020, a fleuri un certain nombre de projets de villes intelligentes, ou smart cities, dans lequel, effectivement, l'idée, c'était une ville entièrement gérée par le numérique, par l'IA, par une gestion de données en fait, massive qui nous permettrait de contrôler à la fois les fuites d'eau, par exemple, hein, de gérer en amont, de savoir effectivement comment les réseaux d'eau étaient, l'état des réseaux d'eau, de comprendre l'état effectivement des consommations de chacun pour mieux les optimiser et puis, effectivement, de savoir aussi, par exemple, s'il fallait arroser à quel moment les plantes, etc., etc. Donc, il y avait vraiment un engouement de la part de l'ensemble des gestionnaires de réseaux de la ville, donc des transports, de l'énergie, de l'eau, etc. Et l'idée, c'était véritablement de numériser tout ça. Sauf que, malheureusement, peu de villes sont actuellement intelligentes, avec de grosses guillemets, qu'est-ce que l'intelligence dans qu'est-ce qu'une ville intelligente, voilà. On a quelques déboires, hein, comme à Masdar, hein, aux Émirats arabes unis, où au final, la ville qui devait être 100% durable s'alimente en grande partie via des hydrocarbures, une énergie très carbonée. Donc, on a effectivement un peu, quelque part, une idée qui était de se dire que le numérique allait pouvoir sauver, entre guillemets, la planète. Alors, cette idée, vous l'avez compris, elle est discutable, et elle est discutable sur 4 points. La première, c'est qu'effectivement, en termes du minerai et de matériaux. Donc, c'est la première question, c'est effectivement de voir que vos smartphones, vos tablettes, etc. sont faits de choses bien matérielles et notamment des métaux. Et des métaux dont les réserves sont critiques pour certaines. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement la question de la durabilité se pose en termes de rejet de CO2. Donc on verra l'impact de CO2 du numérique et en particulier de l'IA. Troisième chose, c'est la consommation purement d'énergie. Hein. On verra, et ça c'est le gros point, c'est qu'effectivement ce sera un poste, le numérique, et a fortiori l'IA, qui sont effectivement très très importants dans la consommation mondiale. Et puis après, on parlera un petit peu rapidement d'économie et on montrera que certains modèles économiques nous montrent qu'effectivement, il n'y a pas d'incitation à aller vers des modèles d'innovation, par exemple, forcément durables quand on parle de numérique, et que malheureusement, les entreprises ont parfois tendance à aller vers le plus bas coût. Il y a une question ? Je voulais savoir, on entendait du coup par cité verte, si justement il y a ce bilan énergétique. Alors vous... C'est quoi les critères pour dire que c'est vert ? Alors, pour le moment, il n'y a pas de critères. Hein. C'est chaque cité qui se dit verte pour le coup. Et il n'y a pas, effectivement, alors verte, pour le coup, Masdar n'est pas du tout vert. Elle avait l'ambition de se dire qu'elle était verte, mais malheureusement, elle n'est pas arrivée. Hein, elle devait être à 100% alimentée via des énergies renouvelables. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas, en raison notamment des prix de l'énergie, des énergies fossiles aux Émirats arabes unis. Et ça, j'y reviendrai après. Donc, première question, effectivement, ce que je vous disais, c'est la criticité des matériaux dans les appareils numériques. Chaque appareil numérique est composé d'un certain nombre de matériaux qui sont là pour effectivement la connectivité, hein, donc, notamment le cuivre. Sur tout ce qui est stockage d'énergie, la base c'est le lithium, les batteries lithium. La miniaturisation et la résistance, par exemple. Et on a effectivement des
des matériaux qui sont plus ou moins en danger, entre guillemets, selon effectivement le niveau d'extraction qu'il y a. Donc, je vous ai mis les 5 matériaux les plus utilisés dans vos appareils numériques. Donc l'étain, l'argent, le ruthénium, le nickel et l'antimoine, qui effectivement sont les plus répandus dans vos appareils du quotidien, donc dans tout ce qui est puces, microprocesseurs, etc. Et donc effectivement, l'idée, ce que vous allez me dire, c'est pourquoi ne les recycle-t-on pas ? Puisqu'effectivement, on sait très bien que l'extraction qui se fait déjà en général dans des pays comme par exemple en Afrique, en RDC, où il y a peu de normes environnementales, l'extraction est aussi très polluante, puisqu'effectivement, pour notamment différencier le matériau, le métaux du reste, il y a des procédés chimiques qui vont polluer et de manière éternelle le sous-sol. Il y a également aussi, effectivement, ces matériaux sont très carbonés. Ces extractions rejettent énormément de carbone. Et donc, l'idée, effectivement, naturelle, c'est effectivement d'aller les recycler. Sauf que, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. On a pu classer en 3 catégories le niveau de recyclage. Alors, effectivement, il y a une bourse au marché, il y a une bourse, en fait, aux métaux. Comme il y a une bourse en fait à l'énergie, les métaux, la valeur des métaux est cotée. Et donc, en fonction de cette valeur des métaux, vous avez une incitation économique ou pas à aller recycler qui est plus ou moins importante. Donc, par exemple, l'aluminium, l'argent, le cuivre, c'est plutôt pas trop mal recyclé parce qu'effectivement, vous avez une valeur économique de ces matériaux qui sont importantes. Vous avez la deuxième catégorie, effectivement, où vous avez un recyclage qui est aussi difficile. C'est le cas du lithium, où effectivement, il est partiel, les procédés sont complexes, et en fait, finalement, pour un grammage, 100 grammes de recyclage du lithium, par exemple, vous arrivez à en recycler qu'une faible partie. Et donc là encore, économiquement, c'est compliqué de recycler encore, ce n'est pas rentable, quelque part. Et puis, vous avez la dernière catégorie, malheureusement, qui sont des métaux tout aussi critiques, finalement, mais dont le pourcentage de recyclable est presque nul, en raison notamment à la fois de difficultés qu'on peut rencontrer, mais aussi de peu d'incitation économique derrière. Voilà. Donc, ce que je vous disais, la deuxième chose, c'est bien entendu l'impact carbone du numérique et plus encore de l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi en fait un impact carbone ? Pour 2 raisons. À la fois parce qu'effectivement, pour faire l'extraction en fait, de ces matériaux, c'est un processus qui est très carboné. Effectivement, 75% de l'empreinte carbone, elle est issue de ce processus d'extraction des matériaux, des minerais, etc., et de la fabrication de vos puces, de tout ce qui est lithographie, fonderie, etc. Donc, c'est vraiment le process industriel de la chaîne de valeur de l'IA. Deuxième chose, c'est que vos data centers, qui, comme vous pouvez le constater, sont de plus en plus énergivores, peuvent tout à fait fonctionner, et c'est le cas par exemple aux États-Unis, avec des ressources type charbon, gaz, où effectivement on sait très bien qu'ils qui dégagent énormément de CO2. Pour la petite information, Elon Musk a racheté un grand nombre de centrales à gaz aux États-Unis pour pouvoir justement être autonome et alimenter ses propres data centers. Alors, le petit hic, c'est qu'il n'a pas de permis d'autorisation parce qu'il n'a pas passé certains tests environnementaux. Donc voilà. Mais il a sécurisé son marché là-dessus. Donc, une empreinte carbone importante. Et effectivement, se dessine une carte derrière aussi sur le troisième point, qui est effectivement la consommation pure et dure de votre intelligence artificielle. C'est-à-dire que la localisation des data centers est éminemment géopolitique et elle répond à plusieurs variables. Ces variables, c'est quoi ? C'est bien entendu le prix de l'énergie. On est dans un monde très capitaliste, donc le prix de l'énergie.
Deuxième variable, c'est effectivement avoir un réseau technique assez solide pour qu'il n'y ait pas de blackout. Si vous avez un blackout comme en Espagne il y a quelques mois, votre data center va perdre toutes ses données et risque effectivement d'avoir des grosses complications. C'est pour ça que les GAFA, donc les grandes entreprises de la tech qui investissent dans les data centers, s'assurent auprès de grandes compagnies d'assurance et sur ces questions de blackout parce qu'il y a un véritable risque de perte de données. Donc, un réseau stable avec une puissance continue, puisqu'effectivement, tous les pays ne sont pas en capacité d'accueillir des data centers. Il y a un projet, il faut savoir, en Irlande qui voulait effectivement accueillir un certain nombre de data centers pour pouvoir effectivement récupérer derrière de l'argent, un certain nombre d'argent. On s'est aperçu en plein milieu de la construction du data center qu'il y allait avoir un arbitrage entre l'éclairage et le chauffage du quartier voisin et celui du data center. Donc, le gouvernement irlandais a dû stopper net la fabrication du data center pour ne pas mettre en péril l'énergie, l'approvisionnement énergétique des habitants. Donc, il faut effectivement un réseau qui soit stable et avec une puissance suffisante, à un prix plutôt relativement bas. Et puis, pourquoi donc vous voyez bien une géopolitique qui se dessine plutôt dans le nord. Et puis dans le nord aussi, parce qu'il y a des raisons énergétiques, parce qu'effectivement, refroidir ces data centers, ça coûte très cher. Donc, si vous les mettez en plein Sahel, le refroidissement, ça va être compliqué. Voilà. Donc, se dessine une véritable géopolitique des data centers où effectivement, vous avez les pays du Nord, les pays avancés, qui vont avoir ces centres de données et pouvoir accueillir au détriment d'autres pays qui n'ont pas le système énergétique, qui n'ont pas assez d'eau et qui n'ont effectivement probablement pas les moyens aussi d'assurer la protection de ces centres de données qui doivent être en général dans des quartiers plutôt sécurisés et sécurisés. Quatrième variable, ce que je vous disais, est un peu complexe, c'est la variable économique. Alors, c'est un schéma que mon collègue Emmanuel H. à l'IRIS et l'ADEME ont réalisé. Et donc, effectivement, tout ça pour dire que les politiques climatiques, quand vous mettez en place une politique climatique, elle vise normalement à stimuler le déploiement de technologies bas carbone. Donc, l'objectif, c'est véritablement de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Sauf qu'on arrive dans effectivement un problème économique un peu compliqué, c'est qu'effectivement, plus la diminution de la demande énergétique fossile, puisqu'effectivement vous allez mettre de l'argent pour aller vers les énergies renouvelables, vous allez créer une diminution de la demande sur tout ce qui est énergie fossile. Donc le prix mécaniquement de ces énergies fossiles va devenir plus faible. Et de l'autre côté, vous avez la demande en métaux qui va augmenter. D'accord ? Donc, si vous avez des prix plus faibles en énergie très carbonée, vous êtes un data center de Google. Vous allez vous dire, j'ai tout intérêt à aller faire alimenter mon data center avec une centrale à charbon ou une centrale à gaz, plutôt finalement que par des panneaux solaires. C'est une règle mathématique, économique, qui est malheureusement qui ne prône pas vers les énergies renouvelables. Donc voilà, maintenant qu'on a pu constater à la fois l'impact matériel en fait et économique du numérique sur le développement durable et d'essayer de faire exploser cette idée reçue selon laquelle vous avez le numérique qui pourrait sauver la planète et le développement durable. On a un peu nuancé ça et on peut se dire effectivement qu'en est-il au niveau géopolitique et comment ces équations vont se traduire en termes de politique et de géopolitique. Ça, c'est la deuxième partie de cet exposé. Je vais peut-être un peu vite. Mais effectivement, la deuxième partie de cet exposé, c'est l'idée totalement de se dire
Comment faire? Comment est-ce que ça se fait que à la fois la Chine et les États-Unis se mettent voilà, dans une dynamique pour conquérir le leadership mondial via l'intelligence artificielle. C'est donc la problématique qu'on va développer. Et alors, je n'ai pas traité particulièrement l'Europe pour 3 raisons. La première, c'est que l'Europe peine à trouver quand même une voie et à essayer de trouver une 3e voie. J'en parlerai à la fin. Ce n'est pas mon focus en général, c'est plutôt de recherche, c'est plutôt les États-Unis. Et 3e, je ne pensais pas avoir le temps de vous proposer un plan sur l'Europe. Alors, première question, pourquoi l'intelligence artificielle est à la conquête spatiale? Voilà, c'était un peu dans les années 80. Vous aviez la conquête spatiale, la Star Wars, hein, l'idée d'aller le premier poser le pied sur la Lune entre l'URSS et les États-Unis. Là, on sent qu'effectivement, ce n'est plus, en tout cas de manière affichée, la question spatiale, mais c'est plutôt l'IA. Alors, pourquoi l'IA, vous allez me dire, en fait? Première raison, c'est que c'est une technologie qui est transverse. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acquis des capacités pour entraîner vos modèles, vous pouvez les entraîner à la fois pour du militaire, de la santé, de l'éducation, etc., etc. L'IA militaire est par exemple un domaine de recherche très important. Hein, par exemple, j'avais suivi une conférence qui m'avait assez questionnée, effectivement, hein, mais vous avez des armes qui vont effectivement utiliser l'IA pour choisir quelle est la cible qui est à la fois la plus rentable, entre guillemets, puisque est-ce que c'est celle qui va effectivement que vous allez atteindre le plus? Les soldats seront équipés de casques ou effectivement, un peu comme dans les jeux de guerre, quelle est la cible qui risque de vous attendre le plus. Donc voilà, il y aura des calculs comme ça qui vont être faits. Et puis, il y a l'idée aussi derrière, par exemple, l'IA se base sur des données massives. Hein. Donc globalement, c'est aller brouiller grâce à des données massives les IA adverses pour, par exemple, simuler un conflit qui n'existe pas dans une zone, faire rapatrier, par exemple, les troupes dans cette zone et puis en profiter pour aller atteindre une cible, par exemple. Voilà. Donc c'était, je m'en rappelle, une conférence qui m'avait un peu, effectivement, fait froid dans le dos, hein, parce que ce n'est pas uniquement adapté à la santé ou à l'éducation, hein, et il y a énormément de recherches qui se font sur ces questions et qui posent d'énormes problèmes, d'énormes questions éthiques et dont je pense la population n'est pas assez informée. Donc effectivement, c'est aussi, hein, tout bêtement, c'est un moteur de croissance à l'heure où effectivement vous avez tous les pays actuellement qui sont sortis de la crise entre guillemets Covid-19 où il va relancer. L'IA apparaît comme un espèce d'Eldorado, hein. C'est pour ça que vous entendez potentiellement l'idée de crise, de bulle spéculative, hein. Pourquoi pas, je ne sais pas, mais ça apparaît comme effectivement un Eldorado parce que ça augmenterait effectivement la productivité estimée, hein, donc 15% selon McKinsey, hein. Et ça effectivement permettrait de contrôler aussi, à ceux qui contrôlent l'IA, contrôleraient énormément de données massives qui sont des données que vous pouvez revendre et effectivement affiner après pour du marketing, de la publicité, mais aussi pour d'autres vocations, hein, qui peuvent être beaucoup plus sécuritaires, par exemple de recoupage pour, voilà, on parle de contrôle, hein, c'est notamment ce qui se passe en Chine, par exemple, où l'IA est utilisée, hein, la reconnaissance faciale. Vous vous baladez en Chine, à Shanghai, vous allez être photographié partout pour effectivement entraîner à la fois les modèles d'IA, mais aussi par des soucis sécuritaires derrière. Voilà. Ouais. La productivité, en fait, on a l'impression que si plus il y aura d'IA, moins il y aura de gens à travailler. Enfin, la productivité, c'est-à-dire, souvent on estime que c'est positif, enfin, on sent que 15% de productivité, j'ai l'impression que c'est positif, enfin, on ne sait pas. Alors que là, c'est une productivité pour des gens qui vont gagner beaucoup plus en supprimant d'autres travail. C'est ça.
C'est tout à fait ça. Et en fait, les tâches replaçables, c'est-à-dire que quand vous allez être recruté, vous allez être mis en concurrence avec l'IA. C'est-à-dire qu'on va plus dire, est-ce que ce candidat sera mieux que cet autre candidat? Est-ce que l'IA sera mieux que ce candidat? Donc, il va falloir se démarquer à la fois de vos concurrents, hein, mais aussi d'une IA. Qu'est-ce que vous apportez en plus qu'une IA, globalement? Bon. Donc, c'est la grosse question. Et donc, effectivement, vous avez également aussi des questions géopolitiques de soft power, parce que l'IA est un outil au service aussi de la guerre cognitive. Alors, c'est un mot qui fait un peu peur, hein, mais qui malheureusement est très utilisé, notamment dans le contexte, par exemple, entre la Chine et Taïwan, entre la Chine et par exemple, les États-Unis. Hein. Taïwan, c'était les élections il n'y a pas si longtemps que ça. Ils se sont fait inonder via notamment de fake news, etc., qui étaient générés par des intelligences artificielles et qui, effectivement, vont permettre à la fois, ces fake news vont être à la fois massifiées par l'intelligence artificielle, mais aussi personnalisées. Et donc, ça va permettre, effectivement, de mettre en place un discours qui est alternatif à celui, par exemple, de Taïwan. Du gouvernement taïwanais. Quand on est la Chine et qu'effectivement on veut récupérer Taïwan depuis longtemps, l'idée c'est d'aller chercher, entre guillemets, le ventre mou de la population, ce qui n'est pas nécessairement politisé, hein, et qui va être susceptible qui va accorder une oreille à ce genre de discours. Donc l'idée c'est vraiment de cibler ces gens-là, de personnaliser les discours et en même temps d'avoir quelque chose de massif. Et l'IA vous permet ça. Ça s'inscrit aussi effectivement dans une période où, vous l'avez compris, on a la peur de perdre les États-Unis, il y a une peur de perdre le leadership mondial. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand vous êtes américain de se dire que vous n'êtes plus le numéro 1. Le président qui vivra ce déclassement mondial sera le président de la honte, entre guillemets. Aucun Américain dans la tête ne se dit « je suis numéro 2 hein, ». Ce n'est pas possible. Hein. Et donc, il y a cette peur du déclassement qui est là. Et l'élection de Donald Trump s'est faite sur cette peur, finalement. Hein. Donc, Make America Great Again, c'est exactement cette idée d'un retour à une Amérique qui brillait. Hein. Alors, certains la situent dans les années 50, d'autres la situent dans les années 1890. Alors, selon les discours, selon les courants politiques, on a une image, une idéalisation de ce passé qui ne réfère pas à la même époque. Hein. Vous avez des conservateurs chrétiens qui sont plus dans les années 50. Vous avez par exemple des entrepreneurs qui se disent plus dans les années 1890, année qu'on appelait le Guild Age. Donc l'âge d'or américain, hein, où les grands fleurons des États-Unis se sont bâtis. Hein. On a les Rockefeller, la Standard Oil, etc., etc. Donc ce sont des grandes entreprises qui ont encore place à Wall Street, qui ont parfois changé de nom, parfois changé de propriétaire, mais qui finalement sont là et qui étaient de véritables oligopoles. Hein. Et rappelez-vous le discours de Biden qui disait « il y a des oligopoles, faites attention ». Et ben, ça réfère à cette époque-là. Et donc effectivement, il y a des chiffres aussi, hein, puisque l'idée de la Chine, c'est 2049, hein, aux 100 ans de la révolution culturelle chinoise, 100 ans après, c'est de se dire je suis numéro 1 mondial. Donc, et la stratégie, c'est de moderniser de la Chine, ça a été de moderniser la Chine. Tout est faire de la Chine moderne. Donc, on a profité des JO en 2008 pour raser des quartiers. On profite de la révolution de l'intelligence artificielle pour pouvoir effectivement moderniser et se servir de l'intelligence artificielle à des fins internes, hein, de contrôle bien entendu, à des fins externes aussi, hein, de déploiement, en quelque sorte d'expansion de l'empire quasiment, hein, alors avec des grosses guillemets, hein, via notamment la guerre cognitive, d'influence. Et puis au niveau économique bien entendu,
Donc 3 branches, effectivement. Donc l'idée, c'est de s'accaparer clairement cette technologie, de la maîtriser. Quand je dis maîtriser une technologie, c'est effectivement maîtriser la chaîne de valeur de cette technologie. Alors, je vous ai fait un tableau un peu abscon, mais pour être honnête, je n'ai pas réussi à le simplifier. Je pense qu'il faudrait faire un graphique un peu plus sympa. Je vous ai mis dans la colonne maillons, les maillons de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire comme c'est une industrie, et donc comme toute industrie, il y a des maillons de cette chaîne. Donc ça va effectivement de la R&D qu'on fait en université, qu'on fait dans les laboratoires ensuite d'entreprises, jusqu'à les applications commerciales. Et donc vous avez effectivement un certain nombre d'étapes. Et l'idée, c'est de se capturer tous ces maillons de la chaîne. Donc vous avez effectivement la fabrication de puces, la fonderie, et puis effectivement l'impression de ces puces sur des cartes mères. Vous avez ensuite les clouds, donc les data centers, et puis la mise en place finalement l'output, c'est clairement quand vous faites votre prompt sur ChatGPT. Donc l'idée, c'est de verrouiller toutes ces chaînes de valeur. Donc quand vous êtes les États-Unis, l'idée, c'est que vous voyez, on va essayer de se capturer toute cette chaîne. Donc cette chaîne, effectivement, elle est capturée vous voyez, à peu près par les États-Unis entièrement. C'est-à-dire que vous avez NVIDIA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ces derniers temps, parce que c'est une entreprise qui est cotée en bourse et qui a tellement, on va dire, été... elle a tellement augmenté en bourse que vous avez la moitié, je crois, des employés qui détiennent des parts de cette entreprise qui sont maintenant milliardaires. Donc, millionnaires, milliardaires presque, donc en fonction de comment vous découpez en termes de déciles. Mais effectivement, pour vous dire à quel point cette entreprise est capitale dans la chaîne de valeur, NVIDIA, américaine. Ensuite, vous avez TSM, qui est le leader taïwanais effectivement, la fabrication de puces. Alors, vous allez me dire, Taïwan, c'est pas les États-Unis. Mais on sait très bien que, effectivement, les liens entre Taïwan et les États-Unis sont importants. Il y a une protection, un parapluie qui a été négocié entre les États-Unis et Taïwan contre notamment la Chine. Parapluie qui tend à s'effriter depuis la réélection de Donald Trump et qui, effectivement, les États-Unis, pour éviter une confrontation, on va dire, frontale avec la Chine, s'est dit « je vais me retirer progressivement me désengager ». Et donc l'idée, c'est véritablement de rapatrier cette industrie de fonderie et de lithographie sur le sol américain. Alors comment on fait ? C'est Joe Biden qui l'a fait. Je fais le CHIPS Act. Et donc l'idée, c'est d'inciter à la relocalisation au Texas, en Arizona, de cette entreprise, TSMC, sur le sol américain. Ce qu'ils ont fait, parce qu'effectivement, il y a des pressions importantes qui sont faites du côté américain, pressions qui ont été mises notamment avec les droits de douane. Vous avez vu 32% pour Taïwan, donc c'était le numéro 3 en termes... Bon, voilà, Taïwan avait le troisième taux de droits de douane le plus élevé, donc 32%, à l'exception des semi-conducteurs où il y avait effectivement aucun droit de douane. Voilà, donc c'était un signal prix qui était assez drôle à analyser. ASML, alors c'est néerlandais, mais vous avez effectivement une pression américaine qui est faite pour qu'effectivement ASML ne vende aucun produit de cette usine ne part en Chine. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pour... Alors, je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'il y a eu toute une histoire sur DeepSeek qui effectivement n'a pas les mêmes puces et microprocesseurs que OpenAI et ont dû se fournir différemment. Alors, dans les faits, on a vu que finalement, il y a des papiers qui sont sortis qui ont montré que DeepSeek avait quand même réussi les Chinois avaient quand même réussi à se fournir
en puce dernière génération auprès de ASML, mais normalement, il y a quand même une pression américaine dessus. Et puis au niveau cloud, donc AWS et Amazon, Microsoft Azure, et puis Google se partagent le marché. Et puis effectivement, vous avez en output, vous voyez bien, OpenAI c'est Microsoft, vous avez Gemini c'est Microsoft, Meta qui lance son IA, et puis Google et Gemini. En gros, la plupart dont vous connaissez et vous servez, c'est américain. Alors, qu'est-ce que la Chine a à vendre? Eh bien, elle a à vendre des minerais, en fait. Parce que les États-Unis, comme vous pouvez le constater, n'ont pas du tout dans leur chaîne de valeur, en fait, les métaux. Et l'idée, effectivement, on recoupe ça, effectivement, avec la politique expansionniste et douanière du président américain, qui, effectivement, s'est dit, en début de mandat, ouais, effectivement, je vais aller notamment au Groenland et serrer la pince à Javier Milei. Alors, bien sûr, il y a des connexions idéologiques. Les deux sont à peu près sur les mêmes bords, les mêmes idées politiques. Mais surtout, l'Argentine, il faut le savoir, c'est la 3e réserve de lithium mondiale. Pareil, la RDC, on en parle peu, finalement, mais les États-Unis ont négocié avec le gouvernement de République du Congo la quasi-exclusivité de l'extraction minière là-bas par les entreprises américaines. Donc, on a un expansionnisme américain au-delà des frontières. Et de l'autre côté, effectivement, la Chine, comme vous pouvez le savoir sur la carte, alors elle est plutôt mal faite la carte parce que en fait c'est en pâle, en couleur bleu clair que les principaux producteurs sont mis et en foncé ceux qui sont moins producteurs. Et donc la Chine, vous voyez que c'est effectivement le premier producteur de 15 métaux sur les 25, les 25 les plus importants pour la fabrication et la confection de tout ce qui est puce IA. Donc un avantage important. Il y a aussi effectivement une expansion au niveau de tout ce qui est la Mongolie, il faut le savoir. Vous avez d'énormes mines en Mongolie. Donc voilà, donc la Chine est quand même plutôt un avantage et elle monte de plus en plus en compétences et souhaite effectivement développer de la même manière que vous pouvez voir les entreprises type GAFA américaine. Vous avez le symétrique avec Baidu, etc. Aux États-Unis, en Chine. Et donc l'idée, effectivement, c'est qu'ils construisent un réseau parallèle d'IA. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, sur le Groenland, la petite parenthèse sur le Groenland que je trouvais intéressant, effectivement. Pourquoi le Groenland, c'était stratégique pour les États-Unis? C'était effectivement parce qu'il y a notamment énormément de minerais comme le lithium, le cobalt, et notamment des minerais qui servent dans tout ce qui est blindage, et donc blindage pour l'armée. Voilà. Donc c'est effectivement important pour les États-Unis, effectivement, de se dire qu'il y a potentiellement des minerais là-bas. Il y a effectivement énormément d'endroits qui ne sont pas exploités. Et puis, c'est un peu un carrefour. Vous savez bien qu'il y a la Russie à côté. La Russie qui est en bonne passe, qui est très avancée dans cette aire géographique, puisqu'elle possède plus de la moitié de la flotte de brise-glace mondiale. Donc, elle a véritablement un jeu à tirer par rapport aux États-Unis. Et puis la Chine est dessus aussi, puisqu'effectivement la fin le bout des routes de la soie, ils voudraient le mettre au Groenland. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de s'accaparer ce pauvre Groenland. Donc quelles sont les stratégies finalement pour nourrir énergétiquement cette l'IA? Alors, on a deux stratégies totalement différentes entre les États-Unis d'une part et la Chine.
Alors paradoxalement, la Chine, et c'est ça qui est difficile à comprendre dans nos... moi-même, hein, j'ai souvent ce cliché de se dire que quand vous êtes une politique autoritaire, vous allez vers l'hydrocarbure. Et bien pas du tout. La Chine, c'est totalement le contraire. Ça a été longtemps, effectivement, un pays très carboné, hein, avec beaucoup de centrales charbon, etc. Et puis il y a eu un tournant complet qui s'est fait... notamment à la COP de Paris, avec la signature effectivement de l'accord de Paris, et l'idée de faire, notamment du pays, une superpuissance énergétique, notamment en matière de renouvelables. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait un besoin de la population, hein, en termes de santé, hein, c'était urgent. Et puis, il y a aussi cette idée économique dont je vous disais au départ, c'est que eux, pour le coup, les métaux, le prix des métaux est bas, puisqu'ils ont énormément de mines. Donc, ils peuvent se servir plus facilement pour aller construire des panneaux solaires. Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'atteindre une énergie, une autonomie. Ça, c'est quelque chose dans le plan, pour comprendre la Chine, c'est très important, l'autonomie. C'est pour ça qu'il y a conquête de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle et c'est pour ça qu'ils veulent le moins possible s'alimenter auprès de puissances étrangères, notamment sur l'énergie. Alors, ce n'est pas encore le cas pour tous les maillons, hein, puisqu'effectivement, on sait très bien que malgré les sanctions américaines contre la Russie, la Chine va aller s'approvisionner notamment en gaz auprès de la Russie. Et c'est pour ça, dans cette optique, qu'elle a créé ce qu'on appelle des pétro-yuan, qui sont l'équivalent des pétrodollars, donc des yuan qui sont spécifiquement dédiés à l'achat et à la vente de matières énergétiques. Elle a renforcé sa bourse à Shanghai, sa bourse énergétique, hein, qui est une bourse effectivement de matériaux, de minerais, etc., hein, consacrée uniquement à ça. Et puis, effectivement, il y a donc toute une politique qui vise à être autonome et de cette manière-là avec le développement, avec tout ce qui est énergie renouvelable. Aux États-Unis, alors là, on a le parti pris inverse. Hein, j'aime beaucoup cette photo, hein, Drill Baby Drill. Hein. Donc l'idée, c'est effectivement, depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est la revanche en fait sur les démocrates quelque part qui avaient fait énormément de politiques pro énergie verte. Hein. On se rappelle notamment de l'IRA, de l'Inflation Reduction Act, qui n'est pas du tout en fait une loi contre l'inflation, c'est une loi fiscale qui vise en fait à défiscaliser un certain nombre de secteurs, notamment les secteurs verts. Et c'est pour ça que notamment Elon Musk a pu bénéficier d'immenses ristournes fiscales. Donc on est complètement sur donc c'est la revanche contre les démocrates, c'est la revanche de cette Amérique qui a été complètement désindustrialisée, de Detroit, etc. Et donc là, l'idée, c'est d'aller réouvrir le gaz de schiste, aller effectivement demander aux États fédérés qui étaient démocrates et qui sont plutôt pro-écolo, d'aller effectivement supprimer donc, les projets qui vont comment dire, être pro-énergie verte. Donc la Californie est effectivement dans le mille, hein, dans le viseur de Donald Trump, notamment avec son gouverneur qui effectivement pourrait être un rival lors de la prochaine élection présidentielle. Et on le constate, on a un rapprochement avec les pays du Golfe, hein, pour effectivement sur les questions de pétrole. Voilà. Alors là, on a vraiment réfléchi au niveau État. On va descendre d'un cran et on va s'attarder sur les big tech qui, je vous le rappelle, par exemple, vous prenez le chiffre d'affaires, il me semble que c'est de Facebook, je crois qu'il est plus élevé que la Corée du Sud, que le PIB de la Corée du Sud. Alors, faudrait revoir ça, mais effectivement, ça c'est un chiffre que j'ai dans ma tête, mais l'idée c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc après les États, on va passer aux politiques de ces grandes entreprises qui, vous l'avez compris, visent à s'accaparer en fait quelque part, ont compris qu'en fait l'énergie était un poste important
important en termes de consommation. C'est-à-dire que 15 à 25% de leur coût d'exploitation, donc de leurs OPEX, c'est de l'énergie. Donc l'idée, c'est comptablement comment on fait pour diminuer ça. Première chose, c'est en Europe, et c'est là que le volet européen arrive, c'est de dire je vais aller m'accaparer cet outil, les Power Purchase Agreement, les PPA, qui sont en fait des outils mis en place en France, en Europe, pour justement, l'idée c'est que vous êtes producteur d'énergie renouvelable, vous allez vendre un contrat, par exemple à Google, sur 15-20 ans à un prix stabilisé. Donc, ce qui vous permet à la fois, vous êtes très content en tant que producteur parce que vous avez une visibilité sur 15-20 ans et vous allez avoir une rentabilité quelque part, que vous allez pouvoir embaucher, investir, etc. Et de l'autre côté, Google va pouvoir, c'est qu'il y aura de l'énergie fournie à un prix stable. Et en fait, ce qui est assez... donc, en fait, ces grands de la tête ont fait une espèce d'OPA agressif sur ces PPA et on se sont complètement capturés ces outils. Donc, Amazon est par exemple devenu le premier acheteur mondial de ces PPA, suivi de Google et de Microsoft, et donc au détriment notamment de plus petites entreprises et des entreprises notamment européennes. Deuxième idée, quand vous êtes Google, c'est quoi? C'est de vous dire, en fait, je vais capturer la chaîne de valeur de l'énergie. Et l'idée, c'est de vous dire, pourquoi je ne deviendrai pas finalement producteur moi-même d'énergie? Et là, donc, l'idée, c'est effectivement de vendre de l'énergie, de s'assurer déjà d'avoir l'énergie, ne pas dépenser et que ça reste en interne. D'où, effectivement, on a remarqué ces derniers temps l'investissement, notamment au niveau de ces grandes entreprises, sur des champs, notamment sur du nucléaire. C'est-à-dire qu'OpenAI a racheté notamment une start-up sur tout ce qui est SMR, donc Small Modular Reactor, c'est des centrales nucléaires en plus petit, globalement pour schématiser. Google, pareil, se lance dans des partenariats sur des questions sur du nucléaire, dans le secteur du nucléaire. On a effectivement des contrats qui engagent Microsoft de la même manière. Et puis, pendant qu'Elon Musk, que je vous disais tout à l'heure, a racheté un certain nombre de centrales à gaz. Donc, l'idée, c'est effectivement de se sécuriser et puis, pourquoi pas, de vendre le surplus, puisqu'on sait très bien qu'un data center, ça produit de la chaleur. Pourquoi pas, finalement, faire des réseaux de chaleur qui sont liés à cette data center et qu'on pourrait envoyer quelque part, alimenter la ville d'à côté. Et donc, moi, Google, donc, je possède un data center, je deviendrai également producteur et je m'accaparerai un maillon de la chaîne actuellement. Ça, c'est une étude qu'on est en train de réaliser avec l'ADEME. On ne l'a pas commencé, on la commence en janvier, donc sur le potentiel, l'idée d'accaparement de ces big tech, de la chaîne de valeur, de l'énergie, et donc lié aussi avec toutes les questions énergétiques et surtout économiques derrière. Y a-t-il une incitation, quand vous êtes un grand comme ça, à vous alimenter encore sur de l'énergie bas carbone? Voilà, c'est toujours ça, c'est une étude en cours, qui commence dans pas longtemps. Et puis, dernier espace, entre guillemets, d'affrontement, c'est effectivement le spatial. On l'oublie beaucoup, mais l'IA, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure que je vous ai fait le parallèle avec la guerre des étoiles des années 80. En fait, l'IA va permettre cette guerre des étoiles de se prolonger. Pourquoi? Puisqu'effectivement, on tire de plus en plus de satellites qui vont nous rapporter énormément de données et qui sont de plus en plus difficiles à traiter. Donc, on aura besoin de l'intelligence artificielle pour pouvoir traiter ces données. Donc, premier engrenage. Deuxième engrenage, l'espace va devenir un lieu probable où on va mettre des data centers. C'est-à-dire qu'il y a deux endroits. Alors, c'est encore en R&D, mais Thales a sorti un projet qui est encore
à l'état de R&D. L'autre espace aussi, c'est les fonds marins. Les fonds marins, la Chine a inauguré son premier data center dans les fonds marins au niveau de la mer de Chine, il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines. Et donc, l'idée, c'est de se dire pourquoi pas les lancer aussi, puisque ça pourrait réduire effectivement. Alors, il y aurait énormément de coûts effectivement de lancement, mais effectivement, il y aura un coût, un gain final d'énergétique qui pourrait être intéressant, et puis un gain d'eau. Alors, on n'est pas très sûr encore du calcul, mais ça paraît assez capillotracté, on pourrait dire. Mais c'est des études qui sont réellement en cours et qui, effectivement, vous le voyez bien, séduit beaucoup Elon Musk qui a tout intérêt à développer le champ de l'espace, notamment avec SpaceX. C'est-à-dire que ces entreprises se basent notamment sur l'idée, sur des idées préconçues. C'est comme on a vu en début, le numérique va aider au développement durable. Là, l'idée, c'est de vous dire que l'espace va être va vous permettre potentiellement de dégager des économies d'énergie et des économies de coûts. Et c'est à partir de ce genre de récit qu'on va construire une politique stratégique, et notamment celle d'Elon Musk. Alors, je ne vous dis pas que ça va marcher, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que voudrait tendre SpaceX. Voilà, donc pour conclure, parce que j'en suis à 1 heure en fait, l'idée c'est effectivement que l'IA va changer 5 paramètres, renforcer 5 paramètres géopolitiques. Donc comme vous le voyez, vous avez la fin d'un ordre fondé sur des règles. Vous voyez quand Donald Trump vous dit qu'il veut racheter le Canada, le Groenland, on vous dit qu'il y a un mépris certain des règles internationales. De la même manière où, effectivement, on monte d'un coup les droits de douane, en ne respectant pas les règles de réciprocité de douane qui sont actées depuis la fondation de l'OCDE, il y a un mépris direct des règles qui ont fait, depuis 1945, la stabilité plus ou moins l'équilibre mondial. La fin du multilatéralisme, on est à l'ère de l'IA où effectivement on peut se retirer d'accords, d'accords de Paris comme les États-Unis, d'un certain nombre d'accords, par exemple les accords fiscaux sur les paradis fiscaux qui ont été mis en place par l'OCDE. Donc là, il y a effectivement une ère qui change. Fin probable du libre-échange, alors ça je l'avais écrit effectivement lorsque il y avait eu toute cette stimulation autour des droits de douane, et puis effectivement un retour de la force et de l'expansionnisme, à travers ce que je vous disais sur aller conquérir, en tout cas, alors même si ce n'est pas dit comme ça, c'est d'aller faire du business là où on peut faire du business pour sauver, pour pouvoir atteindre ce leadership. Donc là, c'est effectivement un expansionnisme qui est d'ordre presque néo-mercantilien et qui effectivement pose des questions à l'heure où effectivement on est dans une réflexion tout autre sur les questions de décolonisation, par exemple. Et puis, effectivement, on a la montée aussi, et ça, je n'ai pas le temps de le dire, mais de récits alternatifs, comme par exemple l'Inde, qui se positionne. Et puis, espérons-le, l'Europe. Alors, je fais souvent cette ouverture pour vous dire, est-ce qu'on a 2 lièvres qui partent très vite, la Chine et les États-Unis loin devant et qui vont peut-être se perdre, s'épuiser, et espérons-le, une tortue européenne qui fait son chemin et qui va trouver quelque part et va permettre de trouver un modèle qui soit à la fois peut-être durable, en promouvant notamment des modèles un peu moins plus frugaux, par exemple de type plus, ce qu'on appelle les SLM, donc qui s'opposent aux Large Language Models, donc les Small Language Models, qui sont plus frugaux et qui ne sont... Alors les larges, c'est-à-dire c'est ChatGPT, c'est
Vous lui posez tout et n'importe quoi comme question. Les small, c'est une IA typiquement sur la santé, sur voilà, vraiment très adapté à un domaine, par exemple la chirurgie cardiaque, et qui va être très efficace, et dont on sait d'ailleurs mieux contrôler, puisque les biais, le problème des larges modèles, c'est que le code c'est tellement complexe que finalement on ne sait pas finalement pourquoi le prompt sort comme ça et la réponse sort comme ça. Sur certains, vous avez tous assisté à des bugs, on ne sait pas trop. À un moment, il ne veut plus répondre, il me dit l'inverse, parce qu'effectivement, il y a des biais énormes. Sur ces modèles plus petits, l'idée, c'est de savoir mieux ce qu'on a, et donc pour pouvoir effectivement mieux contrôler les biais, ce qui est, d'un point de vue scientifique, beaucoup mieux. Et puis, ces modèles sont plus frugaux. C'est-à-dire qu'il y a moins de... Voilà, la requête demande moins d'énergie. Et donc, on a effectivement l'idée la vocation de l'Europe serait effectivement d'accueillir, d'être un peu un paradis numérique. Alors ça, c'est un peu utopique, hein, bien entendu, mais quand vous voyez un paradis, entre guillemets, quand vous voyez que vous avez deux puissances qui ne sont pas forcément qui sont plutôt d'ordre autoritaire, hein, quand on voit les États-Unis, les dérives, hein, je pense qu'on peut dire qu'il y a des dérives sans trop se mouiller. L'idée, c'est effectivement de garantir aux entreprises qui viendraient en France, en Europe, s'installer, voilà, un respect notamment sur tout ce qui est data personnelle, etc. Là où, effectivement, on sait très bien que quand on s'installe aux États-Unis, on est exposé à un certain nombre de lois américaines. À partir du moment où, par exemple, vous recrutez un Américain dans votre entreprise, vous pouvez tomber sous le coup de lois extraterritoriales américaines qui vont permettre au gouvernement américain de pouvoir, par exemple, si votre entreprise est jugée stratégique, pouvoir mettre la main dessus. C'est un certain nombre de lois comme ça américaines qui peuvent effectivement, dans 99% des cas, ne s'expriment pas, mais qui peuvent s'exprimer sur certains cas. Ça a été le cas, par exemple, d'Alstom. C'est aussi le cas, par exemple, de BNP, qui effectivement est tombé sous le coup de certaines lois extraterritoriales dans le cadre de sanctions. Alors c'est autre chose, mais effectivement, en général, ce genre de loi n'est pas forcément facile la procédure juridique est lourde et peut achever l'entreprise. Donc l'idée, effectivement, de ça, c'est de se dire que l'Europe pourrait essayer de naviguer entre les deux et de trouver des remparts à cette guerre économique et guerre cognitive entre les deux géants. Voilà, j'en aurais fini à présent. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste comprendre une chose, c'est pourquoi les États-Unis, alors qu'ils ont accès à des technologies autour des énergies renouvelables et qu'ils ont développé, industrialisé, mis en œuvre, vendu, etc., pourquoi est-ce que d'un seul coup, ils laissent tomber cette capacité-là à avoir de l'énergie en se repliant sur d'autres technologies, on va dire, si on veut, mais ok, pourquoi pas, mais pourquoi pas les deux ensemble stratégiquement, je ne sais pas. Je pense que la réponse est Trump. Je n'ai pas d'autre réponse, malheureusement. Et je pense que c'est assez incompréhensible pour même eux-mêmes. Hein, quand vous parlez à la plupart des Américains qui sont plutôt neutres, hein, pas forcément démocrates, hein, il y a quand même une incompréhension majeure, hein, globalement. Hein. Pour l'exemple de Musk, il utilise bien les deux. Enfin, il les deux, il se sert de l'une ou de l'autre. Enfin, voilà, il développe un compte renouvelable, stockage et autres. Oui. Donc, pourquoi ce modèle-là, c'est pas généralisé? Pourquoi on tombe dans le tout Je pense que c'est idéologique. Hein. Pour le coup, la réponse, elle est... Pour moi, hein, je n'ai pas d'autre réponse parce que ça ne répond pas à... voilà, idéologiquement, l'extrême droite républicaine est climato-sceptique. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, ce n'est pas forcément des gens qui vont se
se conformer au consensus scientifique. Hein. Il y a beaucoup d'idéologies, je pense. Non, mais là, c'est un intérêt purement économique. Ils devraient comprendre. Les renouvelables, et là, c'est gratuit. Parce qu'il suffit d'investir. Il n'y a pas de ressources aux réserves. Ouais. Ils ont la techno. Oui. Non, mais après, ouais, je peux pas vous dire plus que ça. J'ai pas la réponse, hein, pour le coup. Et deuxième chose, est-ce que, effectivement, si les sociétés de ce type-là mettent la main sur les moyens, les infrastructures de production d'énergie, est-ce que ça va se faire forcément au détriment des autres usages? Et du coup, est-ce que le coût de l'électricité va augmenter pour les autres usages, les particuliers c'est une question qu'on se pose dans l'étude et qu'on va se poser. Effectivement, le problème des monopoles, on sait qu'économiquement, à partir du moment où il y a capture par un monopole, par une entreprise, il n'y a pas d'incitation en termes de concurrence, donc les prix vont mécaniquement s'élever. Après, je pense qu'ils vont verrouiller certains maillons de la chaîne de valeur de l'énergie, mais ils ne vont pas pouvoir tout faire, hein. Ils ne vont pas pouvoir se substituer, notamment en tout cas en France, parce que c'est protégé par certaines lois, l'énergie, hein. Ça fait partie des OIV, donc tout ce qui est d'importance vitale, et donc ça doit être à l'État, etc. C'est un peu, voilà. Mais effectivement, pour d'autres pays, on peut se poser la question dans quelle mesure il n'y aura pas quelque chose de 100% privé, de la même manière que par exemple les transports ferroviaires en UK ont complètement été libéralisés, et voilà, on peut se poser la question. Hein. En France, j'ose espérer que il y ait encore une protection. Alors l'étude, on n'a pas commencé, hein, c'est en janvier, mais ça pose ce genre de questions, effectivement, et quel est l'impact pour le consommateur, quel est l'impact pour l'environnement et de manière générale pour les entreprises qui sont dans ce secteur-là. Ouais. Moi, je pense, juste pour rebondir là-dessus, qu'il n'y a pas de... On voit bien que dans plein de pays, les ressources de l'eau, par exemple, qui est utilisée par le cas ou autre, a déjà été totalement privatisée, et les personnes ne peuvent pas boire de l'eau à côté. Je pense que pour l'énergie, ça risque d'être pareil s'il n'y a pas pour récupérer en France. Est-ce que vous avez des chiffres sur les années restantes pour les différents matériaux? Enfin, je ne sais pas, des idées, parfois on nous dit qu'il reste 100 ans pour le pétrole, de façon 50 ans. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que ça existe ou pas du tout? Les réserves, sur combien de temps on peut continuer à vivre comme ça? Non, j'ai pas de chiffres pour le coup, ça pourrait être intéressant, c'est vrai. Mais je crois que c'est parce qu'on a encore du mal, et comme pour le pétrole, à localiser véritablement les mines. Je crois qu'on n'a pas encore tout découvert, mais effectivement, j'ai pas de chiffres pour le coup. Ouais. Et la tension, effectivement, elle est... moi, j'ai travaillé au ministère de l'Environnement en 2018. Je me rappelle que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, on avait dit qu'il n'y avait pas de tension critique sur les matériaux, les métaux. Bon, voilà. Il y a le Covid, il y a Donald Trump qui est passé. Bon, voilà. Je crois qu'on aurait revu notre copie. Ouais. Oui, moi je me posais la question sur la politique américaine qui est très agressive vis-à-vis de ses propres alliés. Vous parlez du Canada, du Groenland, de Taïwan. Est-ce qu'on sait si ça renforce la position américaine, puisqu'ils vont quand même récupérer de l'emploi chez eux et en même temps une capacité d'autonomie, ou est-ce que ça les affaiblit sur le long terme? Est-ce que vous avez des études là-dessus? Alors c'est encore compliqué parce que Donald Trump vient d'arriver, voilà. Globalement, il y a toute une question de, en fait, quand vous faites du protectionnisme et que vous mettez des barrières, vous allez avoir de l'inflation. Et donc, la question est de savoir comment vous allez compenser cette inflation. Est-ce que vous allez assez rapatrier du monde pour pouvoir produire sur place et compenser quelque part l'inflation? Pour le moment, il y a quand même une inflation de 2%, je crois, et il y a des emplois qui sont pas, on va dire, qui sont pas au plein emploi. Là où, alors en France, c'est pas du tout les mêmes chiffres, hein, mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus important. Alors j'ai plus les chiffres en tête. Et il y a un autre problème, c'est que si vous rapatriez, par exemple, des firmes comme Louis Vuitton veut se répatrier pour payer moins cher en droits de douane. Sauf qu'on s'est aperçu qu'il y a le coût de rapatriement, le coût de formation des employés. Et Louis Vuitton s'est aperçu que les employés américains n'étaient pas bons et qu'il y avait 50% de perte de déchets sur les sacs emblématiques Louis Vuitton.
Donc, le gagnant-gagnant n'est pas si... Voilà, donc en fait, c'est quand vous prenez dans... Alors, je pense que Donald Trump, il a fait un calcul balance très simple. Bon, bah oui, je ferme je rapatie, machin, ça rentre dans le Tetris. Hein. Mais en fait, quand vous voyez un peu plus finement, bah ça ne marche pas du tout, en fait. Enfin, le pari est quand même très risqué, notamment sur, par exemple, la politique monétaire. Hein, pour faire baisser l'inflation, il veut faire baisser les taux de la Fed. Et donc, l'idée est, et il y a toute une politique sur les crypto-monnaies. Sauf que, bon, si vous abaissez les taux, alors c'est très bien parce que vous allez vendre plus, c'est plus, voilà. Mais de l'autre côté, la puissance, entre guillemets, du dollar va diminuer. Et quand vous faites des réserves, les pays font des réserves, par exemple, vont investir, vous pouvez investir sur du dollar, par exemple, sur la dette américaine. Et ben, si vous baissez les taux, mécaniquement, bah, vous allez vous appauvrir quelque part. Donc, il y a toute une mécanique qui sont a priori grossières et vous dites ça va marcher. Et quand vous rentrez dans le détail, c'est pas simple, c'est pas ça.